ce live interview où du coup on va discuter avec Valentine de l'acceptation corporelle, comment faire pour s'accepter dans son corps, qu'il est grossi, qu'il est maigri, qu'il soit en surpoids, qu'il soit pas en surpoids, peu importe, juste comment faire la paix avec nous-mêmes dans cette enveloppe corporelle, dans cette apparence-là. Du coup, je vais laisser Valentine nous rejoindre. J'espère que ça va fonctionner rapidement. Et on va faire comme un échange de questions-réponses. Et bien sûr, on répondra aussi à vos questions. Vous pouvez les noter dans le chat. Connecter, c'est cool. J'espère que ça va marcher vite avec la montée de Valentine dans le chat. C'est toujours long sur mon tel, vous le savez maintenant. Un peu de patience. Donc pour toutes celles qui arrivent, on va parler acceptation corporelle. Comment s'aimer dans son enveloppe corporelle, comment arriver à se voir tel qu'on est vraiment, comment arriver à s'aimer dans la glace ou en tout cas à s'accepter sans honte, sans dégoût. Est-ce que Valentine, tu peux enlever ta demande et la remettre, voir si ça fonctionne? Un peu de patience les filles, le temps que Valentine elle monte au live. Eh oui, je sais que t'es là, mais en fait j'arrive pas. Mon tel lui bug tout le temps, à chaque fois il faut demander 2 fois. Je reprends ta demande et ensuite normalement ça devrait fonctionner. Les filles, si vous avez des questions. Ah, ça y est. Bon, ça y est. C'est toujours un peu long avec mon tel, il faut toujours le faire 2 fois, mais ça y est, ça fonctionne. Super. Coucou. Hello! Quand j'ai monté le son. Hop. Comment ça va? Ça va très bien. Et toi? Bah, super. Contente d'être là. Ouais, ça va être Alors, un chouette live. Des belles questions. yes! C'est toi qui commences à me les poser, c'est ça? Ou c'est l'inverse? Moi, peu importe. Allez, on fait chacune notre tour. On se Ok, fait un effet ping-pong. ça roule. Euh, Je vais euh, commencer par, si tu veux, je commence par te poser la première question. ok, vas-y. Alors, je remonte un petit peu. Alors, comment aimer son corps alors qu'il a changé? Dans un terme, enfin, quand on prend ou qu'on perd du poids, quand on a de la cellulite qui arrive, après une grossesse, la ménopause, tout ça, au niveau du poids, il y a l'apparence aussi qui change. Comment arriver à traverser ça avec le plus de légèreté possible? Yes. Je pense que la première question à se poser par rapport à ça, c'est qu'est-ce que j'attends en fait au niveau du corps dans le fait de l'aimer. Parce que ce que je perçois, c'est qu'il y a une volonté d'aimer son corps parce qu'on attend quelque chose derrière, tu vois, parce qu'il y a une espèce de, peut-être un fantasme de quand j'aimerai mon corps, waouh, là je vais me sentir bien, là je vais me sentir confiante, là je vais me sentir vivante. Donc ce serait déjà une première question à se poser de qu'est-ce que j'attends en fait dans le fait d'aimer mon corps. Et l'autre point qui serait intéressant de voir, c'est qu'est-ce que je crois vrai à propos aussi de l'amour du corps. Parce qu'il y a aussi une espèce de, peut-être un mélange qui se fait entre aimer son corps et s'aimer. On associe souvent l'amour de soi au fait d'aimer notre corps. Et c'est aussi de se demander sous quel prisme est-ce que je souhaite aimer mon corps. Qu'est-ce que je connais de l'amour du corps? Qu'est-ce que j'ai appris? Qu'est-ce que j'ai entendu? Et qu'est-ce qui fait sens pour moi? Et sous quel prisme est-ce que moi je souhaite l'aimer? Parce que c'est vrai que quand on entend aimer son corps, on entend aimer son esthétisme, on entend aimer sa cellulite, on entend aimer ses vergetures, on entend aimer ses cuisses, ses bras, etc. Et je me dis, si on allait un peu plus loin dans la réflexion, est-ce que aimer son corps, c'est vraiment ça? Ou est-ce que c'est uniquement ça? Et sinon, qu'est-ce que ça peut être d'autre? Et par exemple, on peut aimer son corps pour toute autre chose, pour finalement sa fonction, tu vois, sa fonction. Donc, je pense pas qu'il y ait de réponse universelle. Je
pense pas qu'il y ait de conseils particuliers à apporter sous cette question comment aimer son corps alors qu'il a changé. Moi, je vous invite surtout à voir votre positionnement, à voir votre réflexion à propos de ça, pour faire finalement des choix qui font sens pour vous et pour faire des choix qui sont alignés. Et moi, ce qui m'aide en tout cas beaucoup dans ma relation au corps, parce que je ne crois pas en la relation au corps parfaite, c'est de me dire que mon corps raconte une histoire. La cellulite que j'ai même du coup du lipodème stade 1 depuis officiellement l'année dernière, me dire bah ça raconte une histoire. J'ai eu des troubles alimentaires pendant plus de 20 ans. Mon corps a fait yo-yo. J'ai eu tout un tas de choses qui se sont passées au niveau de mon corps. Et si ça s'est passé au niveau de mon corps, c'est parce qu'aussi au niveau émotionnel, il y a eu tout un tas d'expériences qui ont été hyper désagréables à vivre et que mon corps a justement cherché enfin, il a enclenché ce mode survie pour venir me protéger. Donc, c'est de revoir et de retracer finalement un petit peu l'histoire de son corps pour non pas forcément l'aimer à 100%, parce que ça aussi, moi, je mets une espèce de warning sur l'injonction à aimer son corps, mais de faire un pas après l'autre, 1% après 1%, pour entrer dans une autre synergie, une autre dynamique, une autre appropriation du corps. Et redéfinir, selon moi, le verbe aimer. C'était super intéressant cette question que tu as posée au début. Qu'est-ce que je viens chercher derrière? J'aime mon corps. En fait, qu'est-ce que ça va m'apporter en plus dans ma vie d'aimer mon corps? Et est-ce que vraiment aimer mon corps me permettra d'atteindre ça? C'est un peu la même question qu'on peut se poser quand on fait des régimes. Qu'est-ce que je viens chercher derrière un régime? Et finalement, est-ce que atteindre ce régime, enfin réussir ce régime, ça m'apportera réellement ce que j'étais venue chercher avec? Totalement, totalement. Je pense il y a des attentes. Il y a des attentes bien souvent illusoires. Il y a des espérances, il y a des espèces de fantasmes qui se font. Mais aussi pourquoi? Parce qu'on voit, notamment grâce à l'ère du numérique et de l'informatique et des réseaux sociaux, chose qu'on n'avait pas spécialement avant, ou en tout cas pas forcément à la même échelle, c'est qu'il y a énormément de comparaisons, de possibilités de se comparer plutôt, où on voit des avant-après. Avant, j'étais malheureuse, je faisais plus 20 kilos, regarde-moi maintenant, j'ai perdu 20 kilos, waouh, c'est la belle vie, je suis super heureuse. Donc, je pense qu'au niveau de notre cerveau, on se dit, ok, c'est ça en fait qui va me rendre heureuse. C'est ça qui va me permettre d'avoir confiance en moi. C'est ça, perdre du poids, changer mon corps, le raffermir, perdre mon ventre, enlever la cellulite. C'est toute une imagerie en fait que le mental se fait à travers l'outil, donc le corps, qui va me permettre d'obtenir quelque chose. Quelque chose qui va être agréable et quelque chose que je vais pouvoir me féliciter. La, la diète culture joue énormément hein, sur ça, sur le avant-après, mais au-delà du changement physique, le changement émotionnel et de confiance en soi qu'on peut percevoir sur les photos ou en tout cas dans les descriptifs. Une fois que tu auras Totalement. perdu du poids, tu seras pleine de confiance, tu vas retrouver un chéri, tu seras plus séduisante, ton mari t'aimera mieux, ça te passera mieux au lit. J'ai vu des trucs. C'est, c'est le piège. C'est le piège dans lequel on peut rentrer. C'est le piège qui peut justement nous faire vouloir à tout prix changer de corps. Après, ce que je ne dis pas, c'est que, enfin, on a le droit hein, en soi de vouloir changer. On a le droit en soi. Il y a pas non plus d'injonction à ne pas changer. Il y a pas dans les deux sens du terme, il n'y a pas d'injonction. C'est de voir finalement qu'est-ce qui fait sens. Et ben, pourquoi est-ce que moi je fais ça? C'est ça. Pourquoi? Revenir à la source du pourquoi. Ouais, Et est-ce que vraiment c'est comme ça que je vais réussir à atteindre ce que j'ai envie d'atteindre? exact. Parce qu'on n'a pas envie de s'aimer pour s'aimer, on a envie de s'aimer pour D'autres chacune choses. de ses raisons. Exactement. Exactement. On associe à l'amour, enfin même on associe l'amour du corps à l'amour de soi déjà, ce qui pour moi ce sont deux choses différentes. Et on associe également l'amour de son corps à, ouais, à tout un tas d'histoires qu'on peut se raconter. Mm, Mm. mm. Ok, top. Les filles, est-ce que vous avez des questions par rapport à ce qu'on vient de dire déjà? Et puis observer ça aussi sous une
sous le prisme de l'opportunité de désapprendre aussi l'amour du corps. Je pense qu'il y a pas mal de choses qui nous... Ben, on se dit, amour du corps égale, on a des choses qui nous viennent directement en tête. On peut se poser la question, ok, en fait, si je désapprends ça, qu'est-ce qui est aussi possible, tu vois? Quoi d'autre, finalement? Quoi d'autre, à quoi d'autre, finalement, je peux aussi me rattacher dans cette notion d'amour du corps? Ce que tu veux dire, c'est comme si en fait on avait une recette prédéfinie de aimer son corps, bah c'est Mm. comme ça, faut se sentir comme ça et faut y arriver comme ça, en gros. Alors que toi, ce que tu proposes, c'est justement observer cette recette magique qu'on nous propose pour aller chercher la sienne, finalement, de OK, mais c'est quoi l'amour de mon corps pour moi, selon moi, et comment est-ce que moi je peux y arriver avec ce que je suis et comment je me perçois. C'est exactement ça, et finalement, c'est un peu ça pour tout. C'est qu'on a des définitions un peu prédéfinies et préconçues qui sont sorties, je ne sais pas, d'un livre de développement personnel ou de je ne sais quelle bouche et de je ne sais quelle croyance. Et c'est de se dire, en fait, est-ce que moi j'ai envie d'adhérer déjà à cette croyance? Est-ce que cette croyance fait sens? Est-ce qu'elle me fait du bien? Est-ce qu'elle me fait aussi souffrir? C'est revenir à soi, en fait. C'est revenir à soi, c'est qu'est-ce qui fait du sens pour moi. Et si aimer mon corps égale aimer mes cuisses, même avec de la cellulite, ne fait pas de sens, ben en fait, j'ai le droit, tu vois, de redéfinir. J'ai le droit de reconstruire ce prisme de l'amour du corps. Yes, t'en parlais dans un autre live d'ailleurs de c'est quoi la beauté et redéfinir sa propre notion de beauté. Ouais, 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 exact. C'est vraiment, en fait, c'est repenser le monde. C'est repenser ce qu'on nous propose et même ce qu'on nous impose en termes Mhm. de beauté, d'apparence, de physique, etc., etc. C'est vraiment venir se définir. Et c'est pas forcément évident, mais c'est vraiment revenir à cette source du soi finalement. Je regarde les petits messages. Il n'y a pas de questions pour le moment. Comme ça, je vais passer à ta petite question. Mhm. Ouais, avoir un nouveau regard sur soi. Notre corps est notre première valeur. Ça aussi, la notion de valeur, c'est quelles sont aussi mes valeurs. Il y a des personnes qui ont la valeur à travers le corps. On peut aussi et définir et développer sa valeur à travers d'autres choses. Ah, mais j'ai tout construit autour de mon corps. J'ai tout construit autour de mon corps. Ben, tu peux déconstruire. C'est pas impossible. Déjà, de l'avoir conscientisé, c'est le premier pas, hein. C'est déjà énorme Mm, d'accepter qu'on a fait ça et de se rendre compte que c'était pas la meilleure option pour être heureuse. mm. Et le next step, du coup, ça serait, mais ok, comme tu dis, déconstruire le fait que tout soit ait été construit autour du corps, mais j'ai envie de reconstruire autour de quoi. Mm. Totalement. Et on revient à ce que tu disais au niveau des valeurs, au niveau de ce qu'on veut dans sa vie, au niveau de ce qu'on veut mettre en priorité, ce qui est important. Mm. Pour soi. Ouais, parce que tu vois, il y a une question, c'est comment déconstruire du coup? Est-ce qu'il y a des conseils pour venir déconstruire? Et je pense que l'une des premières choses, c'est ce que tu disais, c'est déjà prendre conscience. Parce qu'on ne peut pas déconstruire quelque chose dont on n'a pas conscience, dont on ne connaît pas, même pas l'existence dans notre esprit. C'est déjà prendre conscience et se dire, OK, en fait, je crois ça. Est-ce que je continue de le croire vrai? Pourquoi est-ce que je le crois vrai? Qu'est-ce qui fait sens pour moi? Qu'est-ce qui fait pas sens pour moi? Ou est-ce que je peux aussi aller chercher l'information ailleurs? Parce que c'est aussi ça, c'est venir s'inspirer de d'autres choses que ce qu'on a toujours connu. C'est aussi partir à la recherche, à la conquête de d'autres possibilités. Yes. Et ce que j'aime bien aller explorer avec mes accompagnés, c'est l'origine. D'où ça vient? Qu'est-ce qui a fait que tu as tout construit autour de ton corps? Parce que là aussi, on prend beaucoup de prise de conscience parce que souvent, cet événement-là, enfin, ce moment de ta vie-là, a conditionné ça, mais a dû conditionner aussi plein d'autres choses en satellite autour de ça. Revenir à ce moment-là, ça permet de déconstruire à la source et de pouvoir
reprogrammer tout le derrière, de voir tout son passé avec un regard différent, beaucoup plus doux, beaucoup plus bienveillant, et de comprendre à la base, au début du début, pourquoi j'ai tout construit autour du corps. Qu'est-ce que ça m'a apporté? Parce que si ça s'est passé, c'est que forcément ça a apporté quelque chose à cette personne. Et est-ce qu'aujourd'hui vraiment ça m'apporte les mêmes choses? Là, ça m'a permis de survivre à cette époque-là. Est-ce qu'aujourd'hui ça me permet encore de vivre? Bah non, parce que sûrement que si vous nous regardez aujourd'hui, ça vous embête plus que ce que ça vous aide. Et donc, prendre conscience de ça pour, ok, bah, vers quoi j'ai envie d'aller, comment je peux y aller, comment je peux faire le deuil aussi de mon comportement, de mes pensées. Totalement. Je pense pas qu'il y ait de conseils, hein, moi je propose jamais de conseils universels ou d'étapes 1, 2, 3, 4 parce que tout est très personnel et tout est à construire pour soi. Et vous avez votre histoire, vous avez votre passif, vous avez vos expériences et à travers vos ressentis et ce que vous avez déjà connu, vous allez vous-même construire, enfin déconstruire pour reconstruire d'autres choses et d'autres possibilités. Alors, je vois qu'il y a d'autres questions. Est-ce qu'on se fait une petite FAQ à la fin ou est-ce qu'on répond au fur et à mesure? Mhm, mhm. Quelle différence fais-tu entre acceptation et amour du corps et comment les deux sont-ils imbriqués? Moi, je propose qu'on fasse une FAQ à la fin. Je note les petites questions. Qu'est-ce que tu en penses? On peut faire ça, ouais. Comme ça, on parle de ce qu'on avait prévu et à la fin, on répond aux questions. Ouais. On répond aux questions parce qu'il y a pas mal de choses qui peuvent être développées et on va faire ça. Je vais noter les petites Comment désapprendre après 35 ans de régime et de désir. Ça commence par une décision. Décider de déconstruire. Ok. Alors, du coup, je te pose ta petite question. ma petite question. Comment s'autoriser à manger ce qui nous fait plaisir sans avoir peur de grossir? C'est une question bien, bien large, ça. Comment accepter de manger des choses qui nous font plaisir sans avoir peur de grossir? Bah déjà, déconstruire le fait que ce qui nous fait plaisir passe grossir. C'est pas forcément lié, et puis ça l'est même pas. Parce que ce qui fait grossir, c'est pas des choses grasses ou sucrées. Souvent, je prends le Nutella. C'est pas le Nutella qui fait grossir, c'est le pourquoi on mange le Nutella. Et le pourquoi influe beaucoup sur l'intention avec laquelle on va la manger. Le manger, c'est de la culpabilité si elle a peur de grossir, mais ça influe aussi beaucoup sur la fréquence et la restriction. Il y a vraiment beaucoup de... Alors, déjà, la première chose, c'est de déconstruire que ce qui fait plaisir, ça fait pas grossir. Ça, c'est un peu la diète culture. Les aliments plaisir, c'est qu'une fois par semaine, parce que ça fait grossir. Non, ça, c'est faux, c'est pas vrai. C'est vraiment la fréquence qui va faire que un aliment peut faire plus grossir qu'un autre. Enfin, la fréquence et la quantité, on s'entend. Et du coup, ça, c'est la première déconstruction à faire pour moi. Après, il y a aussi aller travailler la compréhension du corps. Plus on va vouloir se restreindre, ou plus on va manger en culpabilisant ou en ayant peur de grossir, tout ça, ça fait partie de la restriction cognitive, et plus on rentre dans le cercle vicieux de la compulsion et du craquage. Du coup, ce cercle vicieux, il commence souvent par des injonctions. Les plaisirs, ça fait grossir. Et donc, on va se restreindre, soit physiquement, c'est-à-dire qu'on va s'empêcher de manger le Nutella, si je prends cet exemple, soit cognitivement, je m'autorise à en manger, mais je vais compenser après, mais je devrais pas, mais j'ai peur de grossir. Et du coup, toute la restriction mentale. Ça va amener du coup à l'obsession pour le Nutella, parce que du coup, on va y penser tout le temps. Quand on en a envie, ah non, il faut pas, ah si oui, ah si non, les négociations, est-ce que je vais grossir, est-ce que je vais pas grossir, je vais me peser, je vais me checker le corps pour voir si ça a une influence. Donc cette obsession-là, elle vient nourrir la frustration. La frustration vient nourrir la perte de contrôle, la compulsion, la crise, le craquage, le fringale, peu importe comment on l'appelle. Même si la compulsion, c'est vraiment... il y a vraiment cette notion de perte de contrôle, de manger très vite, beaucoup de choses.
Mais en tout cas, cette notion de je craque, j'aurais pas dû. Et en fait, derrière le craquage, il y a la culpabilité qui arrive. J'aurais pas dû, je vais grossir. Et tout ça, ça part à la base de la restriction, hein. Tout ça, c'est amené par la restriction qui est une forme de contrôle. Plus il y a du contrôle et plus il y aura de la perte de contrôle derrière. Au niveau scientifique, c'est prouvé que plus on va se restreindre, plus on va vouloir contrôler et plus on va perdre le contrôle. C'est comme les émotions. À force de se retenir toute la journée, au bout d'un moment, on explose. On peut pas se retenir genre toute la vie, c'est pas possible. Le cerveau, il disjoncte à un moment donné. Et du coup, cette culpabilité, une fois qu'on a craqué, manger le petit plaisir, mais en culpabilisant, derrière, on va avoir envie de compenser peut-être en mangeant moins la prochaine fois, en sautant un repas, en faisant plus de sport. Et on va se dire, allez, je me reprends en main, la prochaine fois, j'en mange qu'une cuillère et pas 5. Et on est reparti pour un bon cercle vicieux. Et au fur et à mesure des mois, des semaines, des années, ça s'empire et ça finit souvent en TCA. Donc en fait, il y a 2 travaux principaux, on va dire, il y en a plein d'autres. Mais déjà, c'est de différencier le plaisir de ça fait grossir, parce que ça, c'est pas vrai. Et c'est comprendre que plus on va mettre du contrôle, plus on va perdre le contrôle derrière. Et c'est aussi avoir confiance en son corps. C'est-à-dire que lorsque le corps est bien régulé, les hormones sont OK, il n'y a pas de troubles du comportement alimentaire, il y a une bonne hygiène de vie, si on écoute les besoins de son corps, le corps va nous dire stop à un moment donné, le rassasiement va venir. Et donc, d'ailleurs, avec une accompagnée, je me rappelle, elle avait marqué un message dans la messagerie. Elle avait noté, depuis le début de l'accompagnement, je mange du Nutella tous les matins au petit-déj, ça me fait trop plaisir, ça fait des années que je me suis pas autorisé ça. Et genre, comme par magie ce matin, mais alors un dégoût, j'avais pas envie. Et c'est clairement là où le corps, à un moment, il dit stop. Et il va réorienter les envies sur d'autres choses, parce qu'il a eu sa dose de sucré, de noisettes et tout ça, et il va donner envie d'autres choses. Et c'est ce que j'aime bien appeler l'autorégulation, parce que je crois vraiment que le corps sait ce qui est bon pour lui. Lorsqu'il est en capacité de le dire et de se réguler, on s'entend. Oui, totalement. Parce qu'en effet, ce que tu partages, c'est quand on a des troubles alimentaires. C'est un petit peu quand on parle aussi d'alimentation. Moi, c'est ce que mes clients, des fois, ont peur. C'est OK, si je commence à mettre en place l'alimentation intuitive, je vais manger tout ce qui va me faire plaisir et ça va être la merde. Ça va être la merde. Et oui, en effet, quand on a des troubles alimentaires, des troubles du comportement alimentaire, l'écoute du corps, elle est brouillée. Enfin, les signaux du corps, pardon, sont brouillés. Donc, il y a des étapes dans, dans cette volonté, en tout cas dans cette intention de manger ce qui nous fait plaisir sans avoir peur de grossir. C'est que déjà, est-ce que j'ai un trouble du comportement alimentaire ou pas? Quelle est ma relation à la nourriture? Et ensuite, suivant le positionnement, hop, je choisis, enfin, je prends la direction qui est la plus appropriée. C'est ça. En fait, plus on va aller dans la restriction, plus on va s'éloigner des besoins du corps, plus on va se rapprocher d'un désordre, voire trouble du comportement alimentaire, et plus ça va venir dérégler les hormones, le comportement alimentaire, le système nerveux, au niveau du cerveau, des émotions, des sensations, tout ça. En fait, plus il y a de restrictions, plus ça devient la cacahuète. Plus ça part en live, quoi. Et une fois que c'est parti en cacahuète, pour revenir à cette écoute du corps, comme tu le dis, il y a des étapes à faire avant de 100% s'écouter. La première étape, c'est de re-réguler son comportement alimentaire, mais même avant ça, reprogrammer ses croyances. Donc, par exemple, ne plus considérer que les plaisirs font grossir, apprendre comment le corps fonctionne et réguler les hormones au niveau du système nerveux, les hormones de la faim, le stress, retrouver un bon sommeil. Et après, on va pouvoir faire le travail sur les sensations alimentaires, les sensations en général, la faim émotionnelle, qui est très, très liée aussi. Hein, parce que qui dit petit plaisir, c'est que quand on a envie de se faire un petit plaisir, souvent, c'est qu'on n'a pas assez de plaisir dans sa vie. Donc, la faim émotionnelle est tellement importante à travailler aussi. Et après, du coup, on peut écouter son corps. Ouais, carrément. Mais je suis tellement triste quand à chaque fois, genre chaque semaine, je reçois des messages, oui, j'ai essayé de faire ce que tu as fait, enfin de faire ce que tu dis, d'abo d'écouter son corps, ses signaux, etc. Mais ça m'a déclenché des compulsions alors que j'en ai jamais eu, et puis j'ai pris vachement de poids. Mais oui, mais en fait, avant d'écouter son corps, il y a besoin de le régler, de le rééduquer, et c'est pas si simple. C'est pas si simple. Et aussi, tu as mentionné un point qui me paraît très important, c'est que tout de suite, quand on pense poids,
corps, prise de poids, on se dit, ok, alimentation. Tu vois, tout de suite, c'est l'alimentation. Et il y a des facteurs qui sont importants à prendre en compte. Comme tu disais, il faut voir aussi au niveau du sommeil, il faut voir au niveau du stress. Parce que ça va grandement empiéter justement sur notre réaction. Bien souvent, c'est aussi des réactions qu'on a avec la nourriture. C'est de se dire, en fait, tout ce stress et ce manque de sommeil, tout ce cortisol ou quoi, ça va avoir des réactions à l'intérieur de soi qui vont faire que, ben, au niveau des hormones, ouais, bah, ça va me provoquer des compulsions, ça va me provoquer des envies que je n'ai jamais connues. Enfin, il y a tout n'est pas dans l'alimentation. Et ça, pour moi, c'est un point très important. Tout ne se situe pas là-dedans. Ce que j'aime bien dire, c'est que 80% c'est hors alimentation hein, sur les prises de poids. Mhm. Parce que c'est la, tu vois, si on revient au Nutella, c'est pas le Nutella qui fait grossir, c'est pourquoi je mange du Nutella. Si je dors pas assez, mon corps il va me donner des envies de sucre et de gras, donc forcément envie de Nutella. Si je suis stressée, ça donne aussi des fringales, donc forcément le Nutella. Si je sais pas gérer mes émotions autrement qu'en mangeant, ben forcément les trucs réconfortants, c'est les trucs gras et sucrés, donc le Nutella. Et il est là le travail, comme tu dis, l'alimentation, c'est souvent en plus les femmes qui ont des troubles du comportement alimentaire, elles savent à peu près bien manger parce qu'elles se sont renseignées sur tous les régimes, tous les trucs et tout. Donc oui, il y a quelques fausses croyances qui sont expliquées par les régimes, mais, euh, mais elles passent à côté de toute l'hygiène de vie et l'hygiène émotionnelle en fait qui est beaucoup plus importante que l'alimentation elle-même. Exact, parce que je pense que quand ça, c'est OK, alors on ne dit pas que ça doit être parfait, hein, mais que c'est voilà, que c'est OK, que ça fait sens. En fait, le corps saura quoi demander, le corps saura en fait. Et là, en effet, l'écoute du corps, elle va être totalement appropriée et il n'y aura pas spécialement de questions à se poser, quoi. On peut faire confiance au corps. C'est ça, carrément. Je te pose la question suivante. Yes, je crois qu'il y a eu des questions. Ouais, vas-y. On vous répond après. Combien de temps dure en moyenne la période où le corps apprend à s'autoréguler? Bah, ça dépend si tu as les bons outils ou pas. Si tu le fais toute seule, bah, bon courage, honnêtement. Hein, c'est comme te rééduquer une jambe sans kiné. Si c'est pas ton métier, tu vas mettre pas mal de temps et peut-être que tu vas pas le faire bien et que tu auras mal à la jambe toute ta vie. Donc, sortir des régimes et des TCA, c'est pareil. Hein, c'est vraiment sérieux. Donc, moi, je comprends pas pourquoi on voit encore des régimes, franchement. Pourquoi c'est pas puni par la loi quand on sait aujourd'hui que 98% des régimes sont voués à l'échec et les 2% qui restent, c'est des TCA qui sont développés. Ouais. Bon. Alors, Ouais, je te rejoins à 100%. mais sinon, après, pour répondre à la question, tout dépend d'où tu viens. Enfin, quelle est ton histoire et combien de temps ça fait que c'est déréglé. Ça dépend à quel point tu appliques bien les outils, enfin bien, avec constance les outils que les pros te donnent. Mais moi, dans mon accompagnement, les filles, elles retrouvent la satiété souvent sous 4 semaines. 4 semaines. Donc les hormones de la faim qui se régulent, la faim qui diminue aussi au bout de 4 semaines. Et puis après, de toute façon, quand la satiété revient, on sait que le job, il a été fait, quoi. Parce que qui dit satiété dit meilleur sommeil, moins de stress, meilleure connexion aux signaux. Enfin, c'est trop cool. Alors, celle-là, je viens de trop. J'ai pas confiance en moi avec ce corps. Comment faire? Euh, cette notion de confiance en soi, j'en parle beaucoup sur mon compte. Je pense qu'il y a deux axes, en tout cas j'ai envie de proposer deux axes à prendre en compte et à observer. La première des choses, c'est encore une fois revoir sa définition de la confiance en soi. Qu'est-ce que j'entends par avoir confiance en moi? Qu'est-ce que je m'imagine dans le fait d'avoir confiance en moi? Ok, si j'ai un nouveau corps, si je perds du poids, qu'est-ce que ça va réellement me permettre de faire que je ne suis pas capable de faire maintenant? Et est-ce que c'est vraiment vrai que je ne suis pas capable finalement de le faire maintenant? Donc c'est vraiment venir se poser des questions par rapport à cette notion de confiance en soi, celle qu'on associe hein, bien souvent bah, à l'apparence. On se dit, ok, j'aurai confiance en moi. C'est aussi très véhiculé sur les réseaux sociaux, c'est que j'aurai confiance en moi quand j'aurai perdu. Même des fois, je vois moins 6 kilos, j'ai enfin confiance en moi, tu vois. Donc, ouais, c'est quoi la confiance en soi pour moi? Et c'est de venir, encore une fois, la redéfinir. Ça, c'est le premier point qui me vient. Le deuxième point,
c'est de venir dissocier son identité à son corps. C'est-à-dire qu'on a tendance à faire l'association je suis avec le corps. En gros, je suis mon corps. Je suis grosse, je suis ronde, je suis flasque, je suis tout ce que tu veux. Et forcément, quand on associe l'identité à l'apparence, au corps physique, on va se dire, ben, je peux pas avoir confiance en moi, comme je peux pas avoir d'estime pour moi, je peux pas avoir tout ça vu que je m'identifie comme étant ce corps physique. Alors que quand on intègre qu'on n'est pas le corps physique en soi, il y a quelque chose qui peut se créer. C'est-à-dire que, ok, je vois que je suis pas mon corps physique. Oui, ce corps physique me porte, me permet d'expérimenter la vie, me permet de faire des choses incroyables, me permet de vivre, me permet de ressentir. Mais ça, c'est mon corps physique, c'est un corps physique. Celle qui est en gros à l'intérieur, si je peux dire, celle qui est comment on appelle ça, aux commandes de ce corps, c'est moi. Donc, en soi, mon corps, est-ce qu'il a réellement un impact sur ma confiance en moi? Est-ce que c'est vraiment vrai? Et je pense que pour faire réaliser ça, en tout cas pour commencer à prendre conscience de ça, il y a un exercice, une réflexion qui peut aider, c'est quand j'ai perdu le poids que j'avais envie de perdre, est-ce que vraiment j'avais plus confiance en moi? Et souvent la réponse, elle n'est pas si claire que ça. Elle n'est pas si évidente et des fois, on essaye même de se mentir à soi-même. En se disant, si, normalement, si, donc si, je dois ressentir ça. Alors qu'à l'intérieur de soi, on sent que c'est pas très correct. Ouais. C'est parce qu'on se dit, ok, maintenant, j'ai cette représentation collective en termes de corps, ce corps qui est normalisé, ce corps qui est félicité, ce corps qui est apprécié. Donc, je me dis que, ben oui, forcément, j'ai confiance en moi. Mais en fait, quand on creuse un peu plus, on voit bien que ça n'a rien à voir avec le corps. Ça n'a rien à voir avec le corps. Ça a plus à voir avec l'estime de soi ou la valeur de soi que l'on a mis dans le regard de l'autre, que l'on a confié au regard de l'autre. Comme ça, On a- on est dépossédé de son propre regard, ou en tout cas de la valeur de son propre regard. C'est exactement ça. Et ce qu'on a aussi des difficultés, selon moi, à reconsidérer, c'est que pour moi, en tout cas, la confiance en soi, c'est pas telle qu'elle nous est définie. C'est ma perception. C'est ce que je déconstruis au fur et à mesure. Pour moi, avoir confiance en soi, c'est avoir confiance au souffle de vie. Tu vois, c'est vraiment avoir confiance en, en mes capacités, mais je ne suis pas forcément responsable de tout de ma vie à 100%, c'est avoir confiance en ce tout. Et dès lors que ce tout, on se dit, ben en fait, c'est que l'autre qui l'a, moi, je ne peux pas l'avoir parce que je n'ai pas le corps qu'il faut. Donc, forcément, ça va être l'autre qui va avoir les outils de confiance en soi. Ça va être l'autre, à travers son regard, à travers sa perception, qui va me donner finalement l'autorisation. C'est perdre ce... C'est perdre son centre, je pense. C'est perdre son centre et c'est finalement se déconnecter ou ne pas percevoir plutôt que la confiance en soi, elle est, en fait, tu vois, elle est déjà là, elle circule déjà en nous, c'est juste qu'on ne la perçoit pas, on ne la voit pas, on ne la ressent pas parce qu'on se fait une idée de ce à quoi la confiance en soi doit ressembler et on se fait une idée de mon corps va me guider en fait dans ma confiance en moi. Ouais. Parce que c'est ce qui est véhiculé par la perte de poids. Oui, Et totalement. au-delà de ça, il y avait une question hyper intéressante, c'est comment arriver à se voir vraiment? Parce qu'il y a des personnes qui ont un corps gros et qui se sentent fines à l'intérieur, tu vois, qui se sentent minces, ou enfin normales, en poids normal, mais qui ont un corps gros, une enveloppe grosse et qui, tu vois, vont se cogner dans les meubles, s'identifient pas du tout à ce corps-là. Et puis, il y a des personnes qui sont en poids normal ou peut-être un petit surpoids qui se sentent et qui se voient obèses. Comment se voir vraiment? Comment se voir vraiment?
je ne sais pas s'il y a de réponse, euh, encore une fois, une réponse universelle, mais moi je dirais que déjà tout part de la perception de soi, de la perception que nous avons du corps et également de tout ce qu'on a cultivé jusque maintenant. À travers quelles croyances est-ce que j'ai été conditionnée? À travers quel ressenti aussi est-ce que j'ai été conditionnée? C'est-à-dire que si je mangeais, ou si je prenais, exemple tout simple, si je prenais 1 kilo sur la balance, qu'est-ce qu'on disait de moi? Qu'est-ce qu'on me faisait croire? Dans le sens où, si adolescente, imaginons j'ai pris 1 ou 2 kilos et que j'ai ma figure d'autorité à côté de moi qui me dit bah oui, regarde le poids que tu as pris, ça se voit tout de suite sur ton visage, ça se voit tout de suite sur ton corps, tu continues de grossir, etc. etc. Ben, peut-être que là, on va cultiver une espèce de, ouais, une perception de bah, en fait, je prends de la place. En fait, je grossis. En fait, tu vois, je suis, en plus, il y a cette notion de je suis, c'est même pas mon corps est, c'est euh, je suis grosse ou à l'inverse, on peut se dire qu'on a un corps qui est dans la catégorie surpoids ou voire même obésité et ne pas se sentir comme ça parce que le schéma cognitif n'est peut-être pas forcément le même. J'ai une petite idée d'exercice à proposer aux filles qui sont dans cette situation-là. Ce que j'aime bien proposer, c'est d'aller toucher les limites de son corps. Quand on a des perceptions différentes de la réalité, de ce qui est réel. C'est très en lien avec la dysmorphophobie, hein. Mais venir toucher les contours du corps pour prendre conscience de là où il est. Parce que souvent, quand on ne se voit pas tel qu'on est, enfin, tel que le corps est, on est déconnecté de nos sensations dans ce corps. On l'incarne pas pleinement parce que si on l'incarnerait dans chaque cellule, on saurait où est chaque cellule. On se verrait pas plus grosse ou plus mince. Donc vraiment de venir contourer le corps, savoir où il est en fait. Où est-ce qu'il se situe par rapport à moi et comment est-ce que je l'incarne dans chaque cellule. Comment est-ce que je mets ma conscience dans chaque cellule. Est-ce que je peux mettre ma conscience au bout du ventre, au niveau de la peau, au milieu du ventre, dans mon dos, derrière. Faire balader sa conscience dans le corps pour voir justement si la conscience y va. Mm. Et ce que tu disais par rapport à la dysmorphophobie, c'est que c'est là justement qu'on voit qu'il y a des jours où on va se sentir normal à travers notre perception de la normalité, hein. On va se sentir, il y a des jours où on va se sentir grosse, même se sentir, tu vois, se ressentir grosse. Mhm. Il y a des jours où on va se voir visuellement dans le Voilà. miroir grosse. Il y a des jours où on va se voir visuellement tel que l'on voudrait être. Tout se joue au niveau de la perception. Et une fois qu'on intègre ça, c'est que, ok, en fait, je sais que ma perception, elle n'est pas forcément linéaire à travers tout un tas de schémas que j'ai pu rencontrer par le passé. Euh, c'est pas pour autant que je ne peux pas avoir confiance en moi, parce qu'en plus, je sais que cette perception peut changer. Après, cette perception, je pense elle peut, enfin, cette dysmorphophobie, elle peut diminuer au fur et à mesure. Moi, personnellement, je le vois encore de temps en temps, et notamment pendant ma période des règles. Je ressens, tu vois, mon corps qui est très lourd, qui est beaucoup plus gros même dans le miroir. Et des fois, je regarde des photos et je me souviens que sur cette photo-là, il y a peut-être 3 semaines en arrière, je me trouvais très très large, très très volumineuse, tu vois. Et quand je regarde cette photo aujourd'hui, je me dis, mais en fait, tu vois, en fait, la perception change en fonction de ses humeurs, en fonction de ses hormones, en fonction de sa fatigue, en fonction de tout un tas de critères qui font que euh, on ne se percevra peut-être pas forcément à 100% tous les jours de la même façon. Et c'est aussi OK d'avancer avec ce constat-là, sans vouloir absolument chercher à se voir tous les jours de la même façon. Certaines personnes y arriveront, d'autres personnes, ce ne sera pas forcément aussi évident. Et c'est pas pour autant un problème en soi, selon moi. Yes.
Et moi, ce qui m'a beaucoup aidé et qui fait qu'aujourd'hui, j'ai plus aucune pensée sur mon corps, sur mon poids, sur mes sensations. Ouais, parfois, je me sens lourde, mais je me sens pas lourde dans le sens grosse, mais lourde dans le sens Mm. pesante. Parce que les menstruations, parce que l'énergie, parce que la fatigue, parce que plein de choses. C'était donc c'était dans un ashram où je faisais une retraite et on parlait d'équanimité. Tu connais Mm. l'équanimité? Et au lieu de dire ah, je me sens lourde, je me sens grosse, je me sens pleine d'énergie, je me sens ci, je me sens ça, au lieu de tout décrire, au lieu de euh, est-ce l'équanimité, c'est vraiment juste je sens, je me sens, point. C'est ça. T'as pas besoin de Basta. décrire derrière. Mm. T'as pas besoin d'aller dans la dualité de je me sens grosse ou mince ou belle ou moche. Juste, je suis, je me sens. Mais la liberté que ça apporte, en fait, faire ce travail mental, ça libère parce que du coup, il y a plus ces pensées duelles de ah, je suis belle aujourd'hui, ah, je suis moche aujourd'hui, ah, je m'aime aujourd'hui, ah, je m'aime pas aujourd'hui. Même si on est OK quand on s'aime et quand on s'aime pas. Mais en fait, de juste dire ah, je suis là. Et tout le brouhaha mental n'est plus là. Et en fait, tu vois, on sort complètement de. Tu vois ce que je veux dire? Totalement, parce que du coup, ça me fait penser au Reels que j'ai partagé juste avant qu'on fasse le live. C'est que j'ai partagé, je parlais de la beauté, j'ai fait un essai sur la beauté. Et je disais que, en fait, bah, j'ai ce visage, j'ai ce corps. Basta. Exactement. Mhm. C'est, c'est juste ça. Après, oui, forcément, en tant qu'être humain, on va avoir ces notions de c'est bien, c'est mal, c'est beau, c'est moche, c'est gros, c'est mince. On va y mettre des connotations, mais en soi, bah, j'ai un visage, j'ai un corps, j'ai un cou, j'ai des cheveux ou pas de cheveux. Enfin, c'est juste ça. C'est juste ça. Je pense que c'est très culturel de juger. Ça permet d'avoir une place, de se comparer, de trouver sa place, de garder sa place, mais on peut sortir de ça. Tu vois, c'est pas, comme tu le dis, c'est pas obligé. On n'est pas obligé de tout critiquer, de tout juger, de tout comparer. Je suis pas obligée de comparer ma beauté d'aujourd'hui à ma beauté d'hier. Je suis pas obligée de comparer ma beauté à la beauté de la voisine. Elle a sa beauté, j'ai ma beauté. Elle a sa mocheté, j'ai ma mocheté. Elle est ce qu'elle est, je suis ce que je suis. Et puis juste sortir de tous ces jugements de valeur que la société vient mettre tout le temps, tout le temps, tout le temps, même dans l'éducation, hein. Ah, c'est joli ce que tu as fait. Ah non, là, c'est moche. Et juste, si c'est, ah, cool. Tu t'es amusé quand tu as fait ça? Totalement. C'est de se rappeler en fait que tout va être perception de l'autre. C'est tout. Ce qui va être beau pour moi va peut-être être moche pour toi. Et ce qu'on voit bien là, c'est qu'il n'y a pas encore une fois d'universalité à travers tout ça. C'est qu'il y a beaucoup de diversité. Et c'est intégrer que cette diversité d'apparence, de corps, de couleurs, euh, c'est ce qui est nous en fait. C'est tout. Il n'y a pas besoin de se ressembler les unes les autres pour avoir confiance en soi, pour avoir de l'estime de soi. On n'est pas obligé d'être des copies conformes de ce qu'on voit aussi notamment. Alors à l'époque, je sais que c'était beaucoup les magazines, dans les années 90-2000, voilà. Maintenant, ben, on a les réseaux sociaux et on voit un petit peu tout le temps, tout le temps les mêmes choses passer, donc on n'est pas obligé de ressembler à ça. Et l'avantage avec les réseaux sociaux, quand même, j'aimerais bien le souligner, c'est qu'on a beaucoup plus de pouvoir de choisir ce qu'on veut voir que dans les magazines. Aujourd'hui, on peut bloquer les pubs sur certains sujets, on peut se désabonner des comptes dont on veut plus être exposé à ce qu'ils disent. On peut choisir de s'abonner à d'autres comptes pour mettre de la diversité. On a quand même un pouvoir via les réseaux sociaux, je trouve, Oui, qu'on n'avait peut-être pas face au magazine. il y a ce truc de les réseaux sociaux, en fait, aussi, ce qu'il y a, c'est que l'être humain n'est pas fait pour recevoir autant d'informations, déjà, premièrement. Mais en effet, ce que tu dis, c'est qu'on a quand même ce pouvoir de se dire, OK, je décide de regarder ça et juste ça, et je décide de supprimer ce compte ou de ne pas suivre ça. Donc oui, on a toujours finalement ce libre arbitre, en fait, de faire des choix qui font sens pour nous. Ouais, carrément. Ça te Alors, dit qu'on réponde aux questions? Des vas-y. filles dans le chat? Parce que l'heure a bien avancé, enfin les trois quarts d'heure. Mhm. Ah oui, déjà, punaise. Ça passe toujours vite Mais oui. quand on parle ensemble.
Attends, toi, tu m'as posé deux. Ok, je vais te poser une deuxième question après, comme ça, on va faire deux et deux, et puis ça sera bien. Ok. Ben, vas-y. Si tu veux, tu peux la Ouais, poser je te pose la maintenant et question, et comme ça, après, on répond. Ok. Euh, la question, c'était, est-ce que je peux manger ce que je veux sans impacter mon poids? Alors, tout à l'heure, on a plus parlé de la peur, de prendre du poids, etc., etc. ouais. Là, c'est est-ce que concrètement, factuellement, est-ce que je peux manger ce que je veux sans impacter mon poids? Oui et non. Si ton corps est réglé, les hormones sont réglées, tu as une bonne hygiène de vie, tu te connais, tu sais repérer tes sensations, tu sais traverser tes émotions autrement qu'en mangeant, en mangeant et autrement qu'en mangeant, parce que la faim émotionnelle est complètement normale. Si tu sais observer tes pensées, si tu sais observer le pourquoi tu manges, etc., euh, clairement, tu peux manger tout ce que tu veux sans impact sur ton poids. C'est la libération des régimes, en fait. Les régimes font penser, non, mais c'est restreindre pour contrôler son poids, mais non. Le poids s'autorégule, euh, le corps s'autorégule avec cette homéostasie. Et en fait, si tu manges, euh, je vais reprendre mon exemple de Nutella, c'est très parlant, mais si tu manges toute la journée du Nutella, bah, le lendemain, il y a de grandes chances que tu n'aies pas envie de Nutella et que tu aies plus envie de fraîcheur. Le corps va te parler à travers des sensations, à travers des pensées, à travers des visualisations, pour aiguiller en fait tes envies de manger. Souvent on a cette idée aussi de oui, mais si j'écoute mon corps, je vais dévaliser les placards et tout ça. Mais en fait, si c'est le cas, c'est qu'il y a du dérèglement en toi, du comportement alimentaire, ça c'est sûr, et peut-être des hormones, du métabolisme, du mode survie de ton corps. Donc oui, tout le monde, hors maladie, j'entends, et des règlements hormonaux maladifs, on va dire, avec le travail en amont, peut manger sans grossir, ce qui lui fait plaisir, tant que la personne reste à l'écoute de son corps, a une bonne hygiène de vie, etc. Après, donc comme je disais tout à l'heure, bah, pour arriver à là, il y a besoin de sortir des troubles du comportement alimentaire, sortir des restrictions, des régimes, des aliments bons, interdits, malsains qui font grossir, tout ça. Ouais. Réguler les hormones, relancer le métabolisme si c'est nécessaire, sortir le corps du mode survie, reconnecter à la satiété, au rassasiement, à la faim, recomprendre le langage du corps. Tu vois, comme tu apprends l'anglais, bah là, va falloir apprendre le langage du corps. C'est tout un process aussi. Comprendre ses émotions pour pouvoir les traverser en mangeant ou autrement qu'en mangeant. Travailler sur le regard de l'autre aussi, parce que tu vois, à table, si tu es stressé parce que l'autre pense de ce que tu manges, etc. Mais ça aussi, ça joue beaucoup finalement sur la restriction mentale. Voilà, beaucoup de facteurs. Moi, j'aime bien dire qu'il y en a 12 parce que c'est les 12 que je propose dans l'accompagnement. Où justement, en fait, le but de mon accompagnement, c'est de sortir les filles des régimes pour qu'elles puissent manger tout ce qu'elles aiment sans impact sur leur poids. Donc, en travaillant ces 12 facteurs, c'est possible, clairement. Et il y a un truc aussi que je perçois dans cette notion de manger ce que je veux, c'est qu'il y a une espèce d'association qui est faite directe, c'est que bah, manger ce que je veux égale anarchie, tu vois. Alors qu'en soi, non, c'est pas l'anarchie. Manger ce que je veux, c'est, pour moi en tout cas, c'est comme ça que je le perçois, c'est manger déjà ce qui me fait envie, oui, en suivant mon éthique, en suivant ce qui fait sens pour moi, euh, et ouais, en étant à l'écoute. Donc, en effet, si manger ce que je veux est associé à anarchie, c'est qu'il y a un dérèglement, c'est qu'il y a déjà quelque chose qui se produit au niveau du corps, au niveau du cerveau. Mais j'ai vraiment l'impression que quand on dit, OK, en gros, je vais te dire que tu as le droit de manger ce que tu veux sans impacter ton poids, on va dire, mais n'importe quoi. Parce qu'on a ce raccourci, manger ce que je veux égale manger, Et ça, tu c'est la vois. diète culture, tu vois, avec son injonction de faut contrôler le corps, faut contrôler l'alimentation, le poids, le corps ne sait pas. Et du coup, en fait, c'est les gens manquent cruellement de confiance envers leur corps et dans leur tête, le corps ne sait pas. Le corps irait à l'autodestruction via l'obésité. Mais le corps, sa passion, c'est pas d'être obèse, en fait. Donc, si il est bien réglé, si on l'écoute, etc., l'intelligence du corps va faire qu'à un moment, les signaux vont changer, les envies vont changer, et ça va s'autoréguler, ça va se réguler sur la faim, sur les envies de manger, et du coup sur le poids. Et sur les envies de mouvement aussi, parce que cette autorégulation-là, les signaux du corps viennent aussi sur le mouvement. Cette envie de bouger plus ou de bouger moins est aussi à écouter pour que l'autorégulation se passe bien.
Et tu parlais d'anarchie tout à l'heure. En fait, la diète culture, elle est très, il faut contrôler au millimètre, au gramme près, si, ça. En fait, on sort totalement du mouvement naturel de la vie. Mm. Et l'anarchie, ouais, en fait, c'est le mouvement de la vie. Et tous les matins, il faut manger protéiné, un repas, mais à 4 heures précises, et puis un autre à 20 heures précises. Mais en fait, la vie, c'est pas ça. La vie, c'est pas ça. Genre, les pluies, elles arrivent quand elles veulent, et puis le vent, il arrive quand il veut. Et ben, dans le corps, c'est pareil. Et je crois que il y a besoin d'avoir une confiance très, très forte envers le corps, envers la vie, envers l'intelligence de son corps, mais aussi notre propre confiance à savoir faire équipe Mm. avec notre corps pour retourner dans ce mouvement qui est imprévisible, mais qui est si intelligent. La météo, il pleut pas tous les jours. Et même quand il pleut longtemps, évidemment, ça s'arrête. Le corps, c'est pareil, si on l'écoute et qu'on lui fait confiance et qu'il est bien réglé. Et je crois que, ouais, cette idée d'anarchie, c'est vraiment, tu vois, les régimes, la diète culture, non, mais il faut contrôler. Mais en même temps, ben, c'est normal qu'il faille soi-disant contrôler parce que sinon, on se jetterait sur les placards. Vu que tout ça, c'est induit par la restriction du départ. Donc, ils se nourrissent bien de tout ça, là, pour continuer d'enfermer les gens dans les régimes, les restrictions, alors que c'est du C'est du bullshit. bullshit. Et il y a un truc qui me vient, c'est que euh, c'est très philosophique, hein, mais c'est que la constance, c'est la maladie de l'esprit. C'est vraiment l'esprit humain qui veut justement s'enfermer, et comme tu disais, à travers notamment la diète culture, dans des schémas où tout doit être millimètre sur millimètre contrôlé. Après, on le sait que l'humain, il crée aussi sa liberté à travers le contrôle. Mais je pense que le contrôle est aussi à redéfinir, à de nouveau observer. Mais il y a un espèce de contrôle où, comme tu dis, tous les matins, il faut manger ci, tant de grammes, cette nourriture-là. Là, en ce moment, je ne vois que ça, c'est il faut manger que des œufs tous les matins, 3, 4, 5 œufs, enfin, bref. Et qu'il faut tout le temps être comme ça. C'est-à-dire que si j'ai envie de m'écouter et de me dire, mais en fait, là, j'ai peut-être pas spécialement envie d'œufs ou même en soi, bah, je suis végétalienne, je ne mange pas d'œufs, et bah, je fais quoi, en gros? Comment je fais? C'est de se dire, bah merde, j'ai peut-être un problème. Bah, j'ai peut-être pas tout compris. Bah, en fait, non, j'écoute mon corps, mais en fait, non, mon corps, je ne vais pas t'écouter parce que on m'a dit que. Et il y a vraiment cette structuration au niveau de l'esprit qui nous impose finalement d'être dans une espèce de constance que la vie n'est pas constante, en effet. Mm, mm. Et par rapport au contrôle dont tu parles, il y a quelque chose que j'aimerais souligner quand même, c'est souvent on est dans les extrêmes, mais ça c'est très très lié aussi au régime, tu vois, c'est tout ou rien, la dichotomie totale. Donc soit je contrôle tout, soit je contrôle rien et je défonce les placards. Mais en fait, manger en écoutant son corps, c'est pas manger n'importe quoi tout le temps. Déjà parce que le corps s'autorégule et va à un moment envoyer des signaux de non, mais j'ai envie de légumes. Et pour toutes les filles qui doutent là, qui nous regardent dans le live, vous pouvez aller voir un des posts épinglés sur mon profil où j'explique ce que c'est l'autorégulation et il y a des témoignages des filles de mes accompagnées qui montrent en fait qu'au bout d'un moment les envies changent, la faim diminue, les envies de sucre disparaissent. Donc ça c'est première chose. Et deuxième chose c'est que il y a contrôle pour contrôler le poids par l'alimentation et le sport et ça c'est à bannir. Et il y a contrôle dans le sens je porte une attention parce que j'ai des valeurs Mm. et du coup j'ai pas envie de manger de viande parce que parfois, il y a des arbitrages à faire. Là, j'ai pas faim, mais je sais que je vais travailler, je vais pas pouvoir manger pendant 5 heures et je sens que dans 2 heures, j'aurai faim. Bah, alors, peut-être je vais manger là. Peut-être je vais prendre un snack pour plus tard. En fait, c'est pas non plus, je lâche tout et basta. C'est vraiment un travail, déjà, de reconstruction, déconstruction, reconstruction et de connaissance de soi. Et la connaissance de soi, en fait, vient remplacer le contrôle. Parce que quand on se connaît, on sait se prévoir un petit peu. Et on sait ce qui va se passer un petit peu. Et du coup, je vais pas appeler ça du contrôle, mais l'attention, elle est là. Il y a une attention qui reste là. Et c'est pas l'anarchie, comme tu disais tout à l'heure, tu vois, que les filles, elles peuvent penser. Parce qu'en fait, c'est très responsabilisant. Les régimes déresponsabilisent énormément, alors que là, c'est très responsabilisant. Énormément, tu reprends ta responsabilité Mhm. de qu'est-ce que tu vas manger, comment tu vas manger, comment, quand tu vas manger, comment, la quantité, la fréquence. Totalement. Et puis il y a ce pouvoir de l'intention dans cette notion de, bon, si on peut l'appeler le contrôle.
Il y a, comme tu disais, le contrôle où des fois c'est le tout ou le rien. Et il y a le contrôle de je fais des choses pour moi qui font sens. Ouais, L'intention n'est pas du tout la même, l'énergie n'est pas du tout la même. Et du coup, le résultat ne sera pas non plus le même. c'est ça. Mm. Est-ce qu'on part du il faut, je dois, ou est-ce qu'on part du j'ai envie, Ouais. je prends soin? Mm. Allez, c'est parti pour les questions. On Les filles, si vous avez des remonte. questions, c'est le time. Alors, quand je vous vois toutes les deux très différentes, mais aussi belles l'une que l'autre, je me rends compte que la beauté vient vraiment de l'intérieur et qu'on n'a pas besoin de rentrer dans un moule. Absolument pas. Le moule du corps parfait, de la femme fine, les cheveux longs, le nez fin, l'espace entre les cuisses et tout ça. Ça, c'est vraiment à déconstruire dans ce cheminement vers la liberté, en fait, au travers du sport, de l'alimentation, du corps, déconstruire ce corps parfait. Comprendre qu'en fait, ce corps-là, c'est comme les carottes au supermarché, on nous envoie que des carottes toutes droites oranges, alors que des carottes, il y a plus de 500 espèces différentes, des tordues, des rondes, des violettes, des vertes, enfin bon bref, c'est pareil en fait, les corps c'est pareil. La société elle a tendance à tout uniformiser, là, toutes les mêmes carottes, alors qu'en fait, tous les mêmes corps, alors qu'en fait, il y a des variétés aussi belles les unes que les autres, quoi, enfin, avec leurs particularités, leur vulnérabilité, leur goût, leur saveur, leur texture, c'est pareil pour les corps. C'est totalement ça. C'est aussi oublier que quand on regarde la nature, on va voir des arbres totalement différents et on va tous les trouver beaux à leur façon. Alors pourquoi est-ce que nous, ce serait différent? C'est aussi se rappeler que ben, on fait partie aussi de tout ça, de cet écosystème. Donc pour moi, pourquoi est-ce que je devrais faire, je sais pas, 1,65 m, 50 kilos, avoir le corps longiligne, avoir des cheveux raides? Pourquoi? Ça fait pas de sens en fait. Quand on vient du coup se reconnecter à tout ça, on se rend compte que ben, la beauté, elle est diversifiée en dehors de l'humain, mais aussi avec l'humain. Et c'est là que du coup, la perception de la beauté prend un autre tournant. Bon, je te laisse regarder. Alors, bonjour, comment savoir si l'on a des TCA? Hmm. Normalement, seul un diagnostic médical effectué par un médecin peut te dire si tu as un TCA ou pas. Donc, si tu veux savoir si tu as un TCA, je t'invite à te rapprocher des médecins. Pareil, il y a une question sur des analyses sanguines. Ça, c'est pareil, ça relève de la médecine Ouais. et donc des médecins. Certains patients sont persuadés d'être addicts au sucre et donc ont vraiment des difficultés à faire confiance à leur corps. Sachant que, oui, l'addiction au sucre n'a pas été prouvée scientifiquement parlant. On n'est pas addict au sucre, le sucre n'est pas addictif, mais on a une certaine dépendance ou un certain attrait à la sensation que le sucre vient nous donner, ou à la décharge d'hormones en fait que le sucre vient nous donner. Et c'est à ça en fait quand on va chercher du sucre au niveau émotionnel, c'est ces hormones-là en fait qu'on vient chercher à travers le sucre. Ouais. Et il y a aussi un point qui me paraît hyper important, c'est que le corps a besoin de sucre, le cerveau a besoin de sucre. Et il y a un exemple pour moi qui est très parlant, c'est pas forcément très scientifiquement machin bidule chouette, mais c'est que quand on est hospitalisé ou quoi, on ne donne pas une poche de protéines, on ne donne pas on nous donne une poche de glucose, on nous donne du sucre en fait pour nous aider à reprendre en gros du poil de la bête. Donc il y a aussi toute une histoire qui a été créée autour du sucre. Et c'est croire que quand on a des envies de sucre, alors déjà c'est quoi le sucre? De quel sucre est-ce qu'on parle? Parce que j'ai même eu des clientes qui ont banni les fruits de leur alimentation, qui ont banni les glucides à travers les pommes de terre, les patates douces, parce qu'on leur avait dit que c'était pas bon, il faut supprimer le sucre. Il y a sucre et sucreries, et encore une fois, dans les sucreries, est-ce que la sucrerie en soi est à bannir? Après, on revient à ce qu'on a dit. Il y a tout le comportement, il y a tout un tas d'autres choses en fait à prendre en compte. C'est ça. C'est pas binaire comme raisonnement, c'est pas oui ou non, c'est Pas du tout. pourquoi et comment. C'est ça les vraies questions. Pas du tout. Ça, c'est vrai que c'est pas. Et pourtant, c'est proposé de façon très universelle.
en gros, j'ai le programme pour toi pour supprimer le sucre parce que le sucre, ça cause du diabète, blablabla. Mais et après, il va y avoir des centaines et des centaines de personnes qui vont suivre cette forme d'alimentation et qui, ben, peut-être vont développer des troubles alimentaires parce que elles auront cru que c'était de cette façon-là qu'on allait prendre soin de soi. Et enfin, tout est à individualiser en fait. Tout est à individualiser et tout est à ressentir aussi pour soi. C'est ça. Et pas forcément croire, Admiration, ouais. ouais, totalement. Et pas croire à 100% ce qu'on nous dit, c'est OK. Ce que j'entends, ce que je lis, ce que j'apprends, c'est intéressant, ça me parle, ben, je vais aller l'expérimenter. Après, je vais voir sur moi qu'est-ce que ça donne. Et ça aussi, on a peur, l'expérimentation. On se dit, OK, il faut que je trouve tout de suite la bonne façon de manger, les bonnes quantités. Genre, tout doit être, en une semaine, ça doit être fait, ça doit être réglé. Alors que la vie, c'est pas ça. La vie, c'est l'expérimentation. Et on parle d'expérimenter la vie à travers, je sais pas, des expériences, des rencontres, tout ça, mais on a peur d'expérimenter la vie à travers la nourriture. Mm. Et pourtant, il y a que comme ça qu'on peut trouver son alimentation et surtout reconnecter à ses signaux, parce que si on n'expérimente pas, on ne peut pas voir si on répond correctement à son signal ou pas. Attends, je ressens ma gorge serrée, les dents qui se serrent, ça sèche dans la langue. J'ai un truc genre au niveau des pieds. Je sens que j'ai envie de manger. Ça, je vais essayer de manger une pomme. Est-ce que c'est passé mes signaux? Ah non, c'est toujours là. Bon, bah, ça ne devait pas être pour la pomme alors. Alors, qu'est-ce que c'est ça? C'est ça l'expérimentation. Si on fait pas ça, en fait, on reste dépendant des régimes, des règles alimentaires et de son TCA au final. Quand on expérimente, on peut apprendre à se connaître et du coup, on peut apprendre à se responsabiliser et à devenir libre à travers cette responsabilité-là. Exactement. Ouais. Est-ce que tout ce qu'on dit est transposable aux enfants? Autorégulation face aux sucreries, attente d'avoir envie de légumes, etc. Alors, j'ai pas assez étudié les enfants, enfin, l'alimentation, les comportements alimentaires des enfants. Mais ce que je vois, c'est que très souvent, les parents qui ont un TCA le transmettent aux enfants. Les parents qui font des régimes ont un impact sur le rapport à l'alimentation et le rapport au corps des enfants. Ah non, pas trop, te refaire pas du dessert. Le dessert, c'est que si tu as mangé tes légumes. Tout ça, ça devient des règles alimentaires dans la tête des enfants qui fait qu'ils vont finir très certainement par avoir aussi des désordres alimentaires quand ils vont grandir. Et les TCA se transmettent de génération en génération depuis des années à cause de ça, finalement. Même si les parents font de leur mieux, en fait, justement, parfois, ils essayent de ne pas transmettre consciemment. Attends, je vais pas faire ça, je vais faire comme ci, comme ça pour pas lui transmettre. Sauf que les déconstructions ne sont pas assez profondes pour ne pas transmettre. Et même à travers les attentions qu'on va apporter, on va transmettre. Le meilleur moyen pour ne pas transmettre les TCA à ses enfants, c'est de s'en sortir soi-même. Totalement. Et moi, j'ai eu l'expérience du coup avec ma fille qui a 8 ans cette année. Quand j'ai eu ma fille, donc moi, en trouble alimentaire, j'ai eu boulimie, hyperphagie, anorexie, orthorexie. Et quand j'ai eu ma fille, donc j'avais plus de boulimie, j'ai arrêté la boulimie. Par contre, j'avais toujours de l'hyperphagie, de l'orthorexie. Et je le vois encore en termes d'éducation alimentaire, c'était beaucoup tourné vers l'orthorexie, vers la Faut faire perte. attention, Exactement. pas trop de sucreries, maison, pas trop d'écart. C'est ça. C'est ça. Donc déjà toute petite, elle a baigné là-dedans. Donc là, on est en train, j'ai déconstruit plein de choses depuis. Mais je perçois qu'il y a quand même des choses qui sont restées de ce que j'ai transmis, moi, en tant que parent. Et du coup, là, maintenant, c'est réapprendre à redéconstruire ce que je lui ai appris quand j'étais justement dans l'orthorexie. C'est ça. Et après, je pense que c'est un chemin avec l'enfant. Je pense pas qu'il y ait de parfaite façon de faire. C'est déjà prise de conscience, de dire, ah ok, là je vois que ma fille, elle est en train d'avoir cette chose avec l'alimentation. Bah, comment est-ce que je peux l'accompagner avec les outils que j'ai? Et après, je peux aussi aller plus loin et dire, ok, bah là, on va peut-être aller voir quelqu'un qui est compétent pour nous aider là-dedans. Je pense que l'expérimentation s'applique aussi avec les enfants.
et l'éducation aux sensations. Mm. Au lieu de dire aux enfants non, t'as trop mangé, non, t'as pas assez mangé, mange plus, etc. Venez questionner les enfants. T'en es où de ta faim? De 0 à 10. T'en es où de ta faim là? Et de ton envie de manger, t'en es où? Est-ce que ça t'a fait plaisir ce que tu as mangé? Est-ce que tu as envie de manger autre chose? Est-ce que tu as soif? Euh, Est-ce que tu en as eu assez? Est-ce que c'est trop? Questionner pour que l'enfant apprenne à étudier l'alimentation à travers ses sensations et non pas à travers les règles alimentaires. C'est ça. Et aussi faire ses propres recherches à travers le comportement de l'enfant, dans le sens où je n'ai plus l'âge exact en tête, hein. Bon, là, j'ai déjà passé, je sais que c'est avant 8 ans. Il y a une période de vie où l'enfant va rejeter naturellement les légumes, tout ce qui est aussi astringent, tu sais, et il va se tourner naturellement vers ce qui est plus sucré. Mais c'est pas pour autant qu'il va manger que du sucre toute sa vie. En fait, c'est qu'il y a des périodes de vie où on va se dire, mais il mange plus de légumes, il mange que des pâtes, je comprends pas. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Je cuisine pas bien, je fais pas les choses bien, il y a un problème. En fait, non, des fois, il y a juste pas de problème. Il y a peut-être une méconnaissance, euh, mais il y a des choses qui font partie du développement du goût de l'enfant. Il y a des choses qui font partie du développement aussi de la perception de l'enfant qui se traduisent à travers la nourriture. Donc c'est pour ça ne pas hésiter à se faire accompagner et aussi à aller observer, un petit peu comprendre, un petit peu faire ses propres recherches par rapport à ça. Et s'en sortir soi-même. Euh, Là, je crois que c'est bon. Ça nous avait déjà demandé quel dosage hormonal demander à son médecin. Ouais, ça, je ne me lance pas là-dedans. Demande à ton Ouais. médecin. Ton médecin saura te répondre. Normalement, il est censé savoir te répondre. Ouais. Ok. Est-ce que vous avez d'autres questions qui vous viennent? Trop intéressant, merci, merci beaucoup. J'ai vu un message vivement la mi-mai aussi d'une future accompagnée qui s'est inscrite du coup à Super. The Queen qui commence mi-mai. Donc, trop bien. Et qu'est-ce que tu proposes comme accompagnement toi, Valentine? Alors moi, je propose un espace en fait où on reçoit tous les jours des audios justement sur la confiance en soi, la beauté, l'apparence, le poids, la santé, à travers des réflexions, à travers de l'observation et à travers de la connaissance de soi. Donc c'est un abonnement mensuel dans lequel on reçoit tous les jours des audios. Et ce que je vais ajouter, c'est-à-dire que je fusionne mon programme avec l'abonnement à présent. Donc j'avais un programme spécialement pour tout ça, plus les audios qu'on recevait tous les jours. Et là, je fusionne le tout. C'est-à-dire que maintenant, il y a un programme plus des audios tous les jours pour un abonnement mensuel. Et toujours sur la relation au corps, la relation au poids, la relation à la nourriture. À travers, moi j'accompagne beaucoup à travers la réflexion, à travers la connaissance de soi, et à travers l'observation de soi. Voilà. C'est-à-dire que moi, j'ai pas de plan détaillé, petit A, tu dois faire ça, petit B, tu dois faire ça. C'est pas ma méthode de fonctionnement. Moi, je vous accompagne à réfléchir par vous-même et à faire appliquer des choses qui font sens et à expérimenter, justement. Sur du coup surtout la relation au corps, c'est La ça, hein? relation au corps, bah forcément, il y a la relation à la nourriture qui joue aussi dedans. Ouais. Mais moi, je parle majoritairement du corps, ouais. Du corps, du poids, de l'apparence, de la beauté, du bien-être aussi, ça aussi. Voilà. Au top. Yes. Génial. Bon, ben, sur ce, Y aura-t-il un replay? Alors, si tout va bien, oui, on a envie de dire. après, on sait jamais avec C'est l'informatique, hein. ça, c'est ça. Eh ben, génial. Valentine, merci beaucoup d'avoir accepté ce live ensemble. C'est toujours un plaisir de discuter avec toi. Et vraiment, hein, ça coule de source. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Et puis, bah, à bientôt. Bonne soirée, à bientôt, prenez soin de vous. Et puis, je pense que toi, tu es comme moi, on reste à votre disposition si vous avez des questions par rapport au Ouais, live vous pouvez ou me contacter en message privé. même au-delà. Exact. Yes. Et bien, bonne Carrément. soirée!